merci d'être présent pour une causerie, comme on dit, dont le but est de soutenir une initiative pour laquelle j'ai prêté mon concours très modestement en tant que membre du conseil scientifique d'une nouvelle revue que je salue et dont je me réjouis d'avoir ici quelques représentants qui ont écrit dans ce premier numéro, et surtout d'avoir Abdou Fleur, un de mes anciens étudiants, qui a lancé cette initiative avec beaucoup d'entre vous, et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre vous, enfin quelques-uns d'entre vous, aura l'occasion d'approfondir ou d'évoquer quelques éléments qui sont contenus dans cette revue. Malheureusement, pour des questions contingentes, nous n'avons pas pu vous présenter la revue. Nous aurions pu vous la présenter, mais aucun d'entre vous ne l'a. Je ne m'abuse pas. C'est personne là. C'est ça. Physiquement. C'est ça. On l'avait mis sur la clé USB. On l'a projeté justement. Donc on se rattrapera. Ah voilà, voilà. Et donc la transition est toute donnée par Yves, que je remercie infiniment en tant que président de l'Institut Jean-Luc Canuet, sénateur honoraire, conseiller de Paris, éditeur et directeur de la publication d'une revue dont la légitimité n'a d'égal que l'âge, la revue France Forum, qui, du reste, a fait un numéro spécial sur l'Afrique, vous l'avez devant vous, pour ceux qui n'ont pas pris ici, et qui a fait plusieurs autres numéros, un numéro sur la géostratégie de la mobilité. Donc moi j'avais fait un papier, maintenant ça me revient, sur les interconnexions ferroviaires, et vous avez dans le dernier numéro un article qui porte sur la régulation du système financier et la question qui est posée sur la manière dont la régulation financière doit aussi être posée, doit être portée sur le continent africain. Article de Rémi Kachingou dans le numéro vert que vous avez de nouveau sous les yeux. Yves, je te cède la parole pour que tu nous dises un petit peu rapidement ce qu'est l'Institut Le Canuet, pour te remercier de nouveau, en te remerciant de nouveau de nous accueillir. Nous céderons ensuite la parole à Abdou, qui présentera la revue Afrique Stratégie, et ensuite mon ami Pascal Hérault, qui n'est nul besoin de vous présenter, car vous lisez régulièrement ces excellents articles sur l'Afrique, à peu près au minimum un par jour, si ce n'est plus. Et depuis le Forum de Dakar, il est à la tâche, si j'ose dire, et il nous dira un petit peu comment il perçoit le sujet, et donc il nous introduira et modérera cette table ronde dont nous avons pour l'instant trois des quatre intervenants, mais le quatrième devrait arriver. Voilà. Yves. Écoutez, d'abord, merci à tous les étudiants, parce que c'est en fait, on a, vous dire en deux mots ce qu'est l'Institut Jean-Luc Canuet. C'est en fait un institut qu'on a créé il y a quelques années sur une revue qui existe depuis 61 ans. C'est la revue France Forum qui est devant vous. C'est une revue à l'époque qui était une revue qui était plutôt correspondée à l'esprit de la démocratie chrétienne française, qui était aussi bien à gauche qu'à droite. C'est-à-dire, c'est des gens comme Robert Schuman, c'est des gens comme Jean-Luc Canuet, c'est des gens comme Delors, c'est des gens comme Raymond Barre, c'est des gens comme Bérégovoy, qui ont toujours écrit dans cette revue. Et cette revue était en fait un lieu d'échange intellectuel de cette démocratie chrétienne. Cette revue a une très grande importance en Amérique latine, puisqu'elle était après le réseau à l'époque de ce qu'on appelait l'Internationale démocrate chrétienne. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune collaborateur à la présidence du Sénat en 89, quand le président Alouine qui avait succédé à Pinochet, vous savez, après le régime militaire, il y avait une démocratie qui s'était réinstallée. Eh bien, le président Alouine était arrivé, je me souviens, il y avait un grand dîner de toute la nomenclature française, de journalistes, hommes d'affaires et politiques. Et la première chose qu'il a fait, il a dit « Je voudrais remercier la revue France Forum ». Alors ça a surpris parce que beaucoup de gens ne la connaissaient pas, mais voilà. Et cette revue, si vous voulez, elle fonctionne, elle a 4 numéros par an. En général, c'est sur des thèmes très précis. Là, vous avez le numéro de juillet 2017, c'est sur l'Afrique. On vient de sortir un thème sur la mondialisation à toute vitesse. Et ça, c'était à la suite d'un colloque qu'avait organisé Emmanuel, qui m'a donné l'idée de le faire. Et puis, on vient de sortir un numéro sur les monnaies. C'est très important. Vous verrez d'ailleurs qu'en lisant l'ensemble de des articles et surtout des gens qui écrivent les articles, qu'on fait en sorte qu'il y ait un panel de gens qui sont représentatifs, non seulement du sujet en France, mais également dans plusieurs pays. Donc, alors simplement, nous vous offrons aujourd'hui ces numéros,
Mais n'hésitez pas à vous abonner. Ou alors, vous avez, ça vous intéresse, le site Jean Le Canuet, qui est très bien fait. Vous verrez, il y a tout dedans, la revue et autres, sauf que les numéros sortis de l'année sont payants. Et puis, chaque fois, au bout d'un an, c'est gratuit, donc vous pouvez retrouver tout ça. Il y a tous les numéros depuis l'origine. Hein, il doit y avoir, je ne sais plus combien de dizaines de numéros, avec tous les articles qui ont été écrits depuis où ça a été écrit, c'était il y a 61 ans. Voilà, alors, je vais être beaucoup plus court. N'hésitez pas, enfin, éventuellement, Emmanuel, je disais, si dans votre revue, vous faire relire, il faut voir que la personne en haut, Elisabeth Cazot, qui n'est pas là, mais vous la voyez pour qu'on vous reprenne dans le site, pour qu'on vous accompagne. Et puis, je voulais surtout dire à Emmanuel que c'est la première réunion que l'on fait ensemble ici, mais l'idée, c'est que Emmanuel peut peut-être s'installer ici, d'ailleurs. Je vais même proposer qu'il pouvait s'installer ici, je ne sais pas ce qu'il va en faire. Mais, si vous voulez, c'est un partenariat qu'on a engagé tous les deux, enfin que tous les deux. L'Institut Le Canuet et puis son institut, qui est un institut très dynamique, et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un peu la première initiative que tu as prise, mais tu as table ouverte ici, et pour tout le monde, tu as table ouverte ici, en fonction de tout ce que l'on fait. Alors, et je voulais rajouter aussi qu'on a organisé beaucoup de colloques quand j'étais sénateur. J'en fais un peu moins en même temps parce que j'ai plus le temps. Mais quand j'étais sénateur, on a organisé beaucoup de colloques. On a organisé des colloques sur l'Asie centrale, sur la Russie, sur des choses mais de très haut niveau, vraiment. Et on a d'ailleurs chaque fois des numéros spéciaux sur ces colloques. Hein. Je me souviens pratiquement, on a fait un numéro sur l'éducation avec Blanquer à l'époque n'était pas ministre. On a fait un colloque très spécial sur l'éducation avec Blanquer. Donc, et puis je vous dis un numéro très spécial aussi à l'époque sur la nouvelle forme de politique avec le Premier ministre actuel qui à l'époque, personne ne pensait que c'était le Premier ministre. Et on avait fait, je me souviens, un petit déjeuner, je ne sais pas si on l'a repris sur un des journaux, mais on a toute une activité qui est là. Et là, c'est vrai que l'idée, c'est que le partenariat avec l'IPSE, c'est déjà un partenariat où ils prennent en charge tous les colloques et initiatives et que cette maison, je vous ai fait. Voilà. Merci à vous d'être là et puis surtout continuez. Excusez-moi d'avoir été aussi long. Merci beaucoup Yves pour ces mots engageants et valorisants. Et je vous remercie. On a l'habitude de travailler ensemble sur plein de sujets. Et effectivement, je prends l'engagement de développer nos coopérations, non seulement sur les questions africaines, mais sur toutes les autres thématiques sur lesquelles l'IPSE est actif. Cette semaine est exemplaire, mais comme beaucoup de centres de recherche, nous nous sommes mis au diapason du Forum de Paris, même si il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'efficacité de ce type d'exercice. Mais néanmoins, cette semaine est une semaine type. Nous avons reçu le président moldave lundi. Nous avons fait un colloque sur la volatilité des menaces et donc la diversité des réponses par rapport à la stabilisation et donc l'ancrage de la gouvernance au Sahel. Nous nous réunissons ce soir sur cette thématique. Demain, nous nous réunissons dans le cadre du groupe d'amitié France-Maroc autour des interconnexions, à la fois les acteurs et les réponses sécuritaires entre la zone sud du Maroc, pour ne pas dire le Sahara marocain, et la bande sahélo-sahélienne. Et vendredi, nous continuons sur l'Iran. Donc ça prouve à quel point l'IPSE n'est pas que focalisé sur sa profondeur stratégique traditionnelle de la France vers le continent africain. Merci beaucoup Yves d'avoir rappelé que ce n'est pas seulement l'IPSE, mais le maillage des partenaires de l'IPSE, le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel, Jérôme Pigné, avec qui j'ai fait une émission il y a quelques minutes, Leslie Varenne d'Iviris, qui va nous rejoindre, avec qui nous avons monté l'initiative sur le mode d'avis, et un certain nombre d'autres think tanks et d'autres acteurs qui pensent la sécurité dans sa complexité. Je crois que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Des réponses complexes, compréhensibles, mais complexes, face évidemment à des menaces et à la diversité des acteurs auxquels nous devons faire face. Merci surtout à mon ancien étudiant, Abdou Fleur, qui va en quelques minutes nous expliquer ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce qu'est la revue, ce que vous avez voulu faire avec la mise en place de ce réseau. J'avais eu l'occasion d'intervenir à Sciences Po il y a de ça quelques mois pour lancer l'initiative et d'écrire dans le premier numéro. Donc je suis très heureux qu'on se retrouve ici. Merci beaucoup. Jusqu'à présent, je ne peux pas l'appeler Emmanuel Dupuis. Je l'appelle Monsieur Dupuis, parce que c'est mon ancien professeur, qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs, qui est l'un des partenaires phares aussi du réseau et de cette revue dont il fait partie du comité scientifique. Donc je vous remercie vraiment pour tout le soutien, surtout votre engagement. Très souvent j'ai l'habitude de lui dire comment vous faites pour gérer tout ça.
Donc c'est très salutaire. Et de l'aide. Remercier aussi l'accueillant l'Institut Jean-Luc Ané à travers son président. Nous vous remercions pour cet accueil chaleureux. Remercier tous les participants, notamment nos conférenciers, Boubacar Salif Traoré, qui va venir sur les défis environnementaux. Fodé Dramé, pas Fodé Dramé, un des piliers du réseau, vraiment un des piliers du réseau, qui va également venir tout à l'heure sur les données personnelles, qui est quand même une thématique centrale qui mérite d'être débattue, surtout pour le continent africain. On est largement en retard par rapport à ça. Il y a aussi notre nouveau docteur Ibra Faye qui va nous rejoindre, qui vient de soutenir sa thèse aujourd'hui et qui va nous parler des enjeux économiques et va mettre principalement l'accent sur les APE. C'est principalement ces intervenants, j'ai oublié Emmanuel Dupuis, oui, qui va revenir sur la question sahélienne, donc le Sahel, zone de conflictualité en spirale, très rapidement. Donc le réseau Afrique Stratégie, c'est un think tank, c'est un laboratoire d'idées pour penser une Afrique qui bouge, si je devais vraiment schématiser. En tant que jeunes, nous sommes convaincus, nous sommes conscients que l'Afrique a un potentiel, mais ce potentiel est inexploité depuis toujours. Donc en tant que jeunes, présents, mais aussi futurs, nous nous sommes dit, il est temps quand même de s'organiser. Et notre faiblesse, j'ai l'habitude de le dire, la faiblesse de l'Afrique, c'est l'unité. Très souvent, il nous manque d'unité et surtout de cohérence stratégique. Donc quand des jeunes aujourd'hui s'engagent autour d'un projet aussi noble, je pense que si, en tout cas, la dynamique est enclenchée, si les gens s'y mettent, ça peut être prometteur. Donc, en résumé, c'est un laboratoire d'idées qui nous permet d'aborder les grands défis, les grandes thématiques du continent africain. Et parmi les activités du réseau, il y a la revue. Donc, une tribune aussi qui nous permet d'aborder ces défis. Et le premier numéro vient de paraître en septembre. Donc, on y a abordé principalement des défis politiques, notamment sécuritaires, avec un article de Emmanuel Dupuis sur la question sahélienne. Des défis économiques également, notamment sur les APE. Et sur le prochain numéro, surtout, on aimerait qu'il y ait des contributions justement sur les APE, parce que les accords de Cotonou arrivent à terme en 2020. Et je pense que c'est notre rôle aussi de réfléchir par rapport à ces conventions. En tout cas, initier le débat. Beaucoup pensent que les accords ont été mal négociés. Les experts vont nous édifier sur cette question. Il y a aussi les défis numériques, et pas Fodé va y revenir. Je pense que l'Afrique est un continent un peu en retard sur tous les domaines. Et aujourd'hui, pour se rattraper, je pense qu'il faut principalement mettre l'accent sur le numérique et surtout l'industrialisation. Là aussi, on est largement en retard sur ces questions. Donc, en résumé, la revue nous permet d'aborder toutes ces questions, tous ces défis du continent africain. Je salue aussi une personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui fait partie du comité scientifique, Madame Guillaume Ofnoum, qui devait d'ailleurs prendre la parole au nom de ce comité scientifique pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle n'est pas là aujourd'hui. Comment il s'appelle encore? Doudou Sidibé également, qui fait partie de ce comité scientifique, et Boubacar Salif Traoré lui-même. La vaillante et dynamique équipe du réseau Afrique Stratégie, beaucoup se sont absentés aujourd'hui parce que la plupart sont des étudiants ou des jeunes professionnels qui finissent souvent à 18h ou 19h. Mais quelques-uns sont là, qui avaient d'ailleurs organisé l'Afterwork il y a 2 semaines, Jordana. Il y a aussi Pape Fodé Dramé, l'incontournable Babadem, qui est vraiment toujours présent, toujours sur tous les fronts et qui nous a fait le bien. Et enfin, mention spéciale à Ibra Hadi qui, à travers Ikameya, est toujours présent. Il m'avait dit qu'il a un calendrier très chargé, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'être là ce soir. Donc, merci une fois Emmanuel, merci à toute l'assistance, et j'espère qu'on sera régalé par les interventions. Merci Adou, ce sera vraiment très interactif. Il faut que ce le soit. J'ai la prétention d'être un vieux universitaire quand même. Les colloques, j'en fais à peu près tous les jours. Il faut que ce soit vraiment proactif, parce que sinon, sur ces questions-là, on n'aboutit à rien. C'est une façon de dire que le Forum de Paris risque, me semble-t-il, d'avoir une pérennité peut-être moins longue que ce que le président ne souhaite. Merci beaucoup pour ces introductions. J'ai oublié de saluer, mais il est
moitié fautif, mon ami Roger Bama, qui préside mon groupe de recherche sur l'Afrique et qui aura la rude tâche de faire la synthèse, à défaut d'une conclusion, de mettre en perspective ce que nous allons entendre et ce que nous espérons continuer à travailler avec vous, mon cher Abdou. Bonjour à tous. Je ne saurais commencer sans remercier l'Institut Jean Le Canuet, le réseau Afrique Stratégie et l'IPSE d'avoir confié à l'opinion la modération de ce panel. Plusieurs thèmes qui sont au cœur des enjeux de cette Afrique en ce début de XXIe siècle. Nous parlerons d'abord d'environnement, de développement durable. Il faut savoir que l'Afrique s'est approprié les objectifs de développement durable à 2030, qui concernent la paix, le climat, 17 objectifs, que l'on tourne aussi sur le continent de plus en plus le dos à des solutions polluantes comme les centrales à charbon pour se tourner vers le solaire ou alors vers l'éolien. Donc ce sont des signes encourageants pour le continent. Nous continuerons après sur la protection des données personnelles en Afrique, à l'heure où en Europe on parle de plus en plus du règlement général sur la protection des données personnelles, avec bien sûr dans un camp des pays qui protègent les données des citoyens. Et c'est un enjeu en Afrique de protéger les données personnelles des citoyens à l'heure où Internet, Facebook, tous les réseaux sociaux se développent. Nous parlons ensuite du Sahel, une zone de conflictualité, tu l'as rappelé Emmanuel. Il faut rappeler que dimanche soir, il y avait encore un attentat à Gao, alors qu'il y avait en même temps à Bamako une double visite des ministres des armées françaises et allemandes. Et nous finirons par un enjeu commercial très important, c'est celui de la renégociation des accords de partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique. Alors ces accords Cette négociation a été relancée symboliquement durant l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, et on a un agenda de négociation pendant un an et demi, là, et ça va être au cœur des discussions entre l'Europe et le négociateur africain, le ministre des Affaires étrangères togolais, qui représente l'Afrique, mais aussi les Caraïbes et les Pacifiques dans cette négociation, avec un certain nombre de points qui vont être abordés, comme les migrations, comme le partenariat économique, comme les enjeux sécuritaires, et on y reviendra sur le Sahel. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Boubacar Salif Traoré, qui va pour 8 à 10 minutes, il faut que chaque intervenant essaye de respecter le temps, qui va nous parler d'innovation et de développement durable en Afrique. Vous avez la parole, cher Boubacar. Merci pour l'invitation, surtout pour ce format, parce que effectivement c'est toujours plus intéressant de se parler entre soi et en essayant d'aller clairement au fond des choses. Moi je suis Boubacar Salif Traoré, j'ai d'abord commencé ma carrière chez Suez Environnement et ensuite j'ai continué chez Veolia. Et depuis quelques années je suis installé à Bamako en tant que consultant spécialisé sur ces questions. Parce que j'ai accompagné un candidat à l'élection présidentielle au Mali, qui est l'ancien ministre de l'économie et des finances, Mamadou Igor Diarra, dont j'étais le directeur de cabinet et le mandataire national. Cette expérience m'a beaucoup apporté dans la mesure où ça permet d'aller au contact des populations et de voir effectivement que les sujets qui sont débattus souvent dans les grands forums sont souvent éloignés de la réalité. Et donc, par cette expérience, j'ai essayé de faire un lien entre les questions liées à l'environnement et la question du développement. Et très souvent, on est attristé justement par le sort des populations, parce que souvent, quand on entend que les choses avancent d'une certaine manière, la première question qu'on se pose en allant au contact de ces populations, c'est d'abord la question de l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, très concrètement, les populations africaines sont essentiellement pauvres. D'ailleurs, la Banque mondiale vient de reconnaître qu'elle s'était trompée sur les statistiques parce que la classe moyenne est estimée comme étant les personnes qui gagnent au moins $2 par jour. La réalité, elle est toute différente. Et aujourd'hui, la première question à régler sur ce continent-là, c'est la question de l'autosuffisance alimentaire. Je rappelle qu'au début des années 2000, la Chine a réussi à augmenter d'environ 82% son autosuffisance alimentaire, l'Inde 28%, et l'Afrique a divisé sa production de 7%. Et pourtant, l'Afrique est ce continent qui a 60% des terres arables
Et ce qui frappe aussi, c'est que nous avons des zones de production très intéressantes qui sont souvent proches des capitales. Nous avons eu l'occasion de visiter une localité à 60 km de Bamako qui possède tous les atouts pour faire de la production, mais qui ne parvient pas à s'en sortir et qui ne parvient pas justement à vendre ses produits sur le marché. C'est une question essentielle dans la mesure où je lis cette question-là à la question de la lutte contre la pauvreté. Vous savez, il y a eu plusieurs pensées par rapport à la lutte contre la pauvreté. D'abord avec Jeffrey Sachs, qui disait effectivement qu'il faut augmenter l'aide publique au développement pour soutenir justement les initiatives et essayer de sortir la population de ce qu'il a appelé de la trappe de la pauvreté, en apportant justement des moyens financiers pour essayer de financer les projets. De l'autre côté, nous avons William Easterly qui vient en totale contradiction, qui dit effectivement que ce serait une forme d'encouragement à l'assistanat, une forme de néocolonialisme et qu'il ne faut surtout pas augmenter justement cette aide publique au développement. Entre les deux, nous avons Esther Duflo qui a considéré qu'il faut, avant toute décision, aller sur le terrain, voir effectivement ce qui se fait concrètement sur le terrain et à l'issue de ça, décider de ce qu'il y a lieu de faire. Eh bien, c'est l'approche que nous avons retenue au sein de notre cabinet. On va à la rencontre justement de ces populations-là pour voir essentiellement comment ces populations gèrent la question environnementale. Vous savez, en Afrique, le problème est que les initiatives citoyennes sont très peu soutenues. Nous avons un continent qui est fortement politisé dans la mesure où, on va dire 98 à 99%, sinon 100% des décisions dépendent de la sphère politique. En fait, tant que l'initiative ne vient pas du premier décideur, à savoir le chef de l'État, il est très difficile de donner une certaine pérennité au projet. Et cette souffrance-là, on a eu à la subir au niveau du Mali, par exemple, où en moins de 5 ans, le pays a connu environ 6 ministres de l'Environnement. Nous qui avons porté des projets en direction de ces institutions, on voyait tout le temps nos projets revenir parce que le titulaire changeait à chaque fois. Il y a ce premier aspect qui est effectivement l'instabilité des institutions et le fait que les initiatives citoyennes ne sont pas assez soutenues par les politiques. Ensuite, nous avons remarqué quelque chose de très gênant, c'est que dans les discours officiels, il est dit que l'Afrique ne pollue pas. Effectivement, on ne va pas comparer l'Afrique aux grandes industries en Chine ou en Inde ou dans les pays occidentaux, mais il y a une pollution qui est dévastatrice parce que l'activité économique dépend pratiquement à 90% du secteur informel. Et ce secteur informel, ce sont les mécaniciens du coin, ce sont les teinturières qui utilisent des produits souvent qui ne sont pas du tout des produits connus, souvent très chimiques, et qui vont empêcher justement l'activité du paysan d'à côté ou du maraîcher qui tente de faire quelque chose. Et clairement, il n'y a pas de cadre juridique, cadre réglementaire défini par l'État pour essayer d'arrêter ces fléaux. Ensuite, dans les négociations internationales, beaucoup de pays africains ont commis l'erreur de se mettre avec des États comme l'Arabie Saoudite, comme le Venezuela, qui sont des pays producteurs de pétrole, qui ont une autre vision justement de la taxe carbone. Et dans ce dispositif-là, l'Afrique n'est pas parvenue à développer sa propre stratégie, à constituer un groupe capable d'aller négocier en tenant compte des réalités africaines. Donc nous faisons face à un certain nombre de difficultés qui empêchent toute possibilité d'amélioration des conditions environnementales qui vont apporter une amélioration en termes de lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, très clairement, dans la plupart des capitales, nous n'avons plus d'agriculture urbaine. Les activités de maraîchage sont à l'arrêt et nous avons la multiplication des industries dans certaines zones avec la spéculation foncière qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique aurait vendu pratiquement plus de 500 000 km². Le défi environnemental est une situation qui n'est pas du tout encourageante dans ces zones-là. Parce que, comme je l'ai dit au début, la question pouvait être réglée par une volonté politique. Aujourd'hui, la volonté politique n'y est pas. Nous avons très peu d'initiatives qui dépassent le stade de 3 ans. Et surtout, il n'y a pas de communication autour des dividendes ou autour des avantages qui pourraient être liés à une bonne politique environnementale.
Aujourd'hui, très clairement, la question environnementale est une question qui n'est pas traitée au niveau des politiques. Donc, au niveau de la population, il y a un manque d'information. À l'approche des populations, ces populations-là, on leur parle d'environnement. Ils nous expliquent effectivement qu'ils ont des pratiques qui durent depuis des années. Mais le fait qu'ils sont soit dépossédés de leurs terres ou soit souvent en manque de moyens, ils sont obligés d'arrêter les initiatives qu'ils avaient depuis plusieurs années. Donc, dire qu'il n'y a pas de solution, bien sûr, il y a des solutions. La première solution, effectivement, c'est de se baser sur, d'ailleurs, je l'ai salué, sur la nouvelle stratégie développée par l'AFD, qui consiste notamment à financer de plus en plus les initiatives privées, et aussi à faire le lien entre développement durable et lutte contre la pauvreté. Donc, ça, c'est une première approche, parce que en ayant accès au financement de la part des initiatives privées, ça peut permettre d'assurer la pérennité d'un certain nombre de projets. Ensuite, il y a le deuxième dispositif qui consiste au niveau des coopérations décentralisées. Nous avons en France ici l'initiative 1% déchets et 1% eau qui existait avant. Et ces initiatives-là peuvent être captées par les collectivités territoriales locales qui peuvent aussi monter un certain nombre de projets qui peuvent être des projets viables à l'avenir. Ensuite, il faut parvenir à renforcer justement ces initiatives citoyennes à travers le renforcement de la société civile et un soutien sans faille à la formation. Aujourd'hui, en Afrique, globalement, c'est un ingénieur pour environ 1 million d'habitants. Donc, il faut qu'il y ait ce corps d'ingénieurs, ce corps de techniciens qui peuvent apporter des solutions innovantes en termes d'énergie solaire, en termes d'autres énergies, pour parvenir à fixer l'Afrique, en tout cas certains pays d'Afrique, sur cette évolution en termes de défis environnementaux. Donc, tous ces défis, toutes ces solutions sont apportées justement par une volonté politique, en premier lieu, mais ensuite, il faut que des structures de financement comme l'AFD ou autres puissent financer les initiatives privées pour que ces initiatives-là puissent parfois imposer aux politiques des solutions durables. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir tenu votre temps de parole. On aura l'occasion de vous poser des questions. Vous voulez intervenir ? Non, c'est juste une question de savoir, vous avez cité un chiffre, un ingénieur pour combien d'habitants ? 1 million. C'est peu. C'est très peu. C'est vrai, les autres pays. Oui, oui. C'est très très peu. Merci, excusez-moi. On va garder un peu de questions à la fin. On retiendra plusieurs choses dans votre intervention. La nécessité de volonté politique qui fait parfois défaut, la nécessité d'avoir recours à des initiatives privées et d'impliquer beaucoup plus les collectivités territoriales dans ces politiques environnementales. Je me tourne vers Fodé Ramé qui va nous parler de la protection des données. Une formation de juriste à Paris. J'ai travaillé pendant 2 ans en droit public dans l'administration. J'ai travaillé à la CNIL, qui est l'autorité de protection des données personnelles. Donc pourquoi la protection des données? Donc, nous, on s'est basé sur le fait que l'Afrique, de manière générale, il y avait pas mal de férus de technologie. Donc on s'est dit que vu qu'on consomme pas mal d'Internet, face à des géants d'Internet comme Facebook, comme Twitter, quelle est la position de nos institutions? Donc là, on s'est basé sur l'exemple du Sénégal, parce que le Sénégal, depuis 2008, a mis en place une commission de protection des données. Et en même temps, a mis en place une loi qui s'appelle la LCDP, la loi sur la protection des données, qui reprend à peu près les mêmes principes. C'est dommage parce qu'on avait préparé une présentation pour montrer un peu les principes directeurs de la loi informatique et liberté. Et comme vous savez qu'il y a un réseau des autorités francophones dirigé par la CNIL, avec le préposé suisse, avec la Belgique, tout ça, donc pour partager un cadre en fait c'est un cadre d'échange et de bonnes pratiques pour que certains principes soient partagés dans un même cadre. Donc concernant l'Afrique,
Déjà, il faut qu'on précise c'est quoi protéger les données personnelles. Parce qu'en réalité, l'expression est trompeur. On ne protège pas les données, mais on protège les personnes. C'est la personne qui doit maîtriser ces données. Donc, on protège les données d'une personne physique contre l'État, on protège les données personnelles d'un salarié par rapport à son employeur, et on protège les données personnelles d'un internaute par rapport à une plateforme. Donc, on s'est rendu compte que le cyberespace africain était en réalité très développé. Et donc, en Afrique, il y avait une inflation de lois. Par exemple, là, on peut citer, je parlais de l'exemple du Sénégal, au Mali, il y a une loi et il y a une autorité. Donc, par rapport aux pays africains, si on peut les subdiviser par rapport à leur niveau de maturité informatique et liberté, c'est-à-dire que pour chaque pays, voir est-ce qu'ils ont une loi, est-ce qu'ils ont une autorité chargée de protéger les données. Donc, il y a 3 groupes. Donc, dans notre présentation, je reviens toujours parce parce que la Commission européenne a fait une carte où, par rapport à ton niveau de maturité, au niveau de protection adéquat des données personnelles, il y avait une couleur. Donc, on vous partagera éventuellement, mais de toute façon, il est dans l'article en question, on y a incorporé cette carte. Donc, il y a 3 niveaux. Donc, il y a un groupe plus restreint, constitué du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Sénégal et la Tunisie. Donc ces pays-là sont très avancés en matière de protection des données. Ils ont une loi, ils ont une autorité chargée de protéger les données. En ce sens, il faut comprendre qu'ils peuvent recueillir les plaintes des citoyens. Il y a un second groupe qui est constitué de la Guinée, du Togo, etc. Eux, ils sont en train de mettre en place le processus. Donc il y a des lois, par exemple la Guinée, récemment, ils ont voté leur loi sur la protection des données. Donc l'autorité viendra après. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de se mettre en conformité. Et troisièmement, on a les grands pays, si on peut dire, le Kenya qui est un des hubs technologiques en Afrique, le Nigeria et l'Algérie, il n'y a pas de loi. Donc, d'un point de vue macro, on voit qu'il y a un décalage au niveau des législations. Et pourtant, la CEDEAO, pour ce qui est l'Afrique de l'Ouest, a mis en place depuis 2010, dans son acte additionnel, des dispositions spécifiques à la protection des données. Et en 2014, l'Union africaine a mis en place une convention sur la protection des données et sur la cybercriminalité qui ont été ratifiées par pas mal de pays. Donc, comme c'est des conventions, ça doit être ratifié en droit interne. La Côte d'Ivoire l'a fait en 2013. Donc, pourquoi ces pays doivent se mettre en conformité? Ils doivent se mettre en conformité, Monsieur le Président l'a rappelé tout à l'heure, depuis l'application de la RGPD, maintenant, à chaque fois qu'un citoyen ou un résident européen est prospecté ou est objet d'un service venant d'une plateforme ou d'une société de communication en ligne, la RGPD s'applique. Donc là, il y a une volonté impérialisme du législateur européen de faire appliquer sa loi au-delà de l'Europe. Donc, et dans un contexte d'offshoring, parce que comme vous savez, des fois, vous avez tous, des fois, appelé SFR ou Bouygues, et vous êtes tombé sur des centrales d'appel qui se trouvent au Maroc. Donc, l'idée, c'est que ces pays-là puissent se mettre en conformité. Donc, de manière générale, les pays africains sont en train de s'organiser, mais pour l'instant, on peut dire que la mayonnaise n'a pas encore pris parce qu'il y a une disparité d'un point de vue législatif. Pour l'exemple du Sénégal, donc, il y a la CDP, donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis 2008, elle a été créée.
C'est un peu dans sa composition similaire à la CNIL. Donc, il y a des commissaires. Donc, ils reçoivent les plaintes. Et la plupart des plaintes sont liées aux réseaux sociaux. Donc, l'usage de WhatsApp, Facebook, Twitter. Donc, il y a pas mal de problématiques. Et aussi, il y a la problématique aussi des caméras de surveillance. Donc, ça, on peut dire, c'est l'essentiel des plaintes qu'elles reçoivent. Donc, elles n'ont pas de moyens, mais elles essaient un peu de pousser, malgré que l'exécutif tienne les rênes, parce que c'est le président de la République qui désigne le président de la Commission, d'où on peut contester le caractère indépendant de l'autorité. Donc, qui doit permettre aux Africains de s'approprier de leur e-réputation, de leur vie privée sur Internet. Et l'idée, c'est un peu d'éduquer les enfants, d'éduquer les internautes sur un usage responsable et éthique de la protection des données. Deuxième enjeu, c'est un enjeu économique. Comment doivent se faire les entreprises africaines dans un contexte d'extraterritorialité du RGPD? On l'a rappelé tout à l'heure. Comment l'Afrique doit faire pour trouver sa propre vision des choses, indépendamment des autres législations et des autres pressions venant soit des États-Unis, soit de l'Afrique, soit de la Chine. Le troisième enjeu, c'est un enjeu de souveraineté. Aujourd'hui, la question de la localisation des données pose problème. Peu de pays disposent de data centers. Comme vous savez, toutes nos données sont stockées à l'étranger. Et là, il y a un problème de souveraineté qui se pose. Et avec le développement des services dématérialisés en Afrique, par exemple, là, on commence dans le cadre du Rwanda, on voit qu'il y a des e-services où on peut télécharger son bulletin de naissance. Par exemple, au Sénégal, pour le permis de construire, on peut l'avoir de manière dématérialisée. Et tout ça, il consomme des données personnelles. Et c'est pour cela un problème de souveraineté se pose. Voilà. Et dernièrement, voilà, l'idée c'était un peu, comme on a terminé l'article, comme c'était sous forme de tribune, de mettre l'accent sur l'Internet libre. Parce que comme vous savez qu'en Afrique, beaucoup de pays sont objets de blocage Internet par rapport à l'idée de contrecarrer l'idée d'un Internet libre. En ce sens, la neutralité du net est mise est mise en mal. On l'a vu au Mali, on l'a vu au nord du Cameroun, quand il y a eu les manifestations. Et donc, nous, on pouvait profiter de cet instant pour interpeller aussi le gouvernement du Sénégal concernant un projet de loi qui peut mettre sous tutelle la gestion du trafic d'Internet qu'il juge utile, notamment pour préserver l'équilibre économique et la concurrence dans le secteur des communications électroniques et de veiller à un traitement équitable. Et pour nous, ça, c'est une manière détournée de porter atteinte à la libre expression d'Internet et des données personnelles de manière générale. Merci. Donc, Point fort de votre intervention, au niveau très hétérogène des législations en Afrique, un cadre global qui existe au niveau de la CEDEAO, leur réglementation, de trouver les moyens de s'adapter à cela, aussi de stocker des données qui sont en général à l'étranger. Merci beaucoup. Emmanuel, il te revient maintenant le soin de nous parler du Sahel, de ses tourments récurrents. Tout ça en 8 minutes. Tout ça en 8 minutes, avec le chrono. Alors je ne sais pas si je pourrais évoquer en 8 minutes un sujet qui occasionne moult colloques, moult réunions, celle que nous avons faite hier à l'AFD, le forum de Dakar, un nombre d'agendas officiels avec le 13 décembre prochain, le premier sommet parlementaire avec l'initiative heureuse prise par Jacques Maire de s'approprier davantage au niveau des parlements et des assemblées parlementaires, les parlements de la CEDEAO et un certain nombre de parlements européens, la prise en compte de l'implication non seulement des élus, mais aussi des élus locaux.
puisque, comme je le disais, la sécurité est une question qui va bien évidemment bien au-delà de la seule réponse militaire. Je voulais, dans mon article, évoquer ce qui me semblait être une logique de conflictualité en spirale, c'est-à-dire d'une conflictualité dont le cœur demeure un sujet de préoccupation. D'ailleurs, l'opération Barkhane, qui regroupe 4000 soldats, a comme faisceau principal et comme mobilisation en termes quantitatifs le Mali, la centralité du Mali. C'est du reste normal, puisque c'est la raison pour laquelle les Français sont intervenus en janvier 2013 et à travers l'opération Serval et consacrent 800 millions d'euros par an pour cette opération de sécurisation et de stabilisation, mais je reviendrai sur les deux thèmes. Et puis bien évidemment, cette spiralité, si j'ose dire, qui implique que de multiples acteurs doivent se pencher sur la question, et c'est la raison pour laquelle il se trouve que l'article que j'avais écrit était la veille du premier déplacement conjoint d'Ursula von der Leyen et de Madame Florence Parly, les deux ministres françaises qui ont décidé de ne plus se quitter et d'aller ensemble engager à la fois pour montrer que dans le cadre de l'opération Barkhane, dans le cadre du soutien du G5 et puis bien évidemment dans le cadre de la nouvelle Alliance pour le Sahel qui a été lancée conjointement en juillet dernier, la France et l'Allemagne ont initié un partenariat qui maintenant s'est élargi, comme vous le savez, à la Finlande, à la Grande-Bretagne, à l'Italie, à l'Espagne et encore récemment, au Luxembourg. Je voulais, dans mon propos, vous faire l'évocation de choses très simples. Vous verrez que mon article est plus détaillé et plus complexe, mais rappeler quand même quelques vérités. Et au niveau de l'IPSE, nous avons tenu à rentrer dans cette réflexion en commençant par le début, poser le réel diagnostic des insécurités au Sahel. On évoque évidemment, et à juste titre, le fait qu'il y a une concomitance entre les groupes armés terroristes et les organisations non terroristes qui, depuis déjà 30, 40, 50 ans, existent dans la région avec des desseins irrédentistes, avec là aussi une réalité qui fait que quand vous avez 3000 km entre la frontière administrative d'un pays et les marges de ce même pays, il y a forcément un hiatus qui, hélas, est allé grandissant entre le centre et la périphérie, alors que la logique aurait voulu que la croissance soit inclusive et donc soit homogène, ou en tout cas répartie de manière équilibrée sur le territoire. C'est une des réflexions que nous sommes posées. Est-ce que cette réalité qui a explosé, au sens littéral du terme, en décembre 2012, puis au moment où la France est intervenue en janvier 2013, était quelque chose que nous aurions pu anticiper. Et je crois que ce qui est important d'avoir à l'esprit, et je vous livre quelques-unes des conclusions d'un sondage que nous avons posé à l'ensemble des parlementaires européens, les 751 parlementaires européens, et peu ou prou 1000 parlementaires issus de 10 pays les plus engagés sur le continent africain. Pourquoi plus engagés? Car ils consacrent plus de 0,55% d'aide publique au développement, avec cet objectif que la France s'est assigné à l'horizon de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, d'atteindre ce chiffre, sachant qu'on est encore assez loin du résultat, puisque la France, si mes calculs sont bons, doit être à 0,37. Mais bon, je ne suis pas certain de ce chiffre. En tout cas, l'objectif est d'atteindre 0,56. Et nous avons posé la question de savoir ce qu'étaient les conditions qui provoquaient des carences sécuritaires ou des carences s'inscrivaient dans cette récession démocratique. La première raison qui apparaît de manière assez franche et assez nette, le sentiment d'injustice, une absence de justice. Une absence de justice qui peut parfois être provoquée par l'État lui-même. C'est-à-dire qu'il y a ce paradoxe que nous sommes dans des zones dans lesquelles l'État est absent, où on estime que l'État est insuffisamment présent, et parfois, c'est la présence même de l'État qui provoque des sentiments d'éloignement ou d'exclusion sociale et sociétale. Boko Haram, me semble-t-il, a été créé en 2009 sur ce principe-là d'une trop grande réponse militaire par rapport au sentiment de rébellion dans le nord-ouest et le nord-est du pays. Deuxième élément, un sentiment logique qui est partagé par l'ensemble des citoyens planétaires et, a priori, des 150 millions à l'horizon 2050 sahéliens, le désir d'ascension sociale dans un pays dans lequel il y a, dans les zones, une zone
si on prend le G5 Sahel, 5 millions de kilomètres carrés, évidemment, a un besoin de croissance inclusive, partagée, alors même qu'il y a des différences de PNB entre un certain nombre de pays et des différences de PNB à l'intérieur même des pays. Je ne prendrai que les exemples périphériques pour ne pas heurter nos amis sahéliens, mais par exemple, le PIB de l'Algérie est de 170 milliards d'euros, le PIB du Nigeria est de 600 milliards d'euros, et donc il y a forcément des différences d'approche, des orientations en termes de développement, des vitesses en termes d'accès à ce développement qui ne sont pas les mêmes. Et puis bien évidemment le retour de la religion, mais pas seulement le retour de la religion, le retour des ressources communautaires ou du local. Et de ce point de vue-là, Francis Fukuyama, dans son ouvrage qu'il a commis il y a 30 ans, disait que tout cela, c'était du passé. Dans un article et une revue qu'il a sorti, dans son dernier ouvrage, il dit précisément le contraire, qu'on est dans un repli, dans un retour à la proximité, et parfois la proximité peut être à la fois basée sur la race, l'ethnie ou la religion, c'est aussi une réalité. L'horloge est dure, sévère. L'élément, poser le juste diagnostic pour qu'on évite de penser qu'à une opération militaire, de manière symétrique, on puisse répondre à des opérations qui sont des opérations militaires. J'en veux pour preuve les deux organisations terroristes, l'État islamique dans le Grand Sahara, comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, se sont liés, alors que l'agenda n'était pas forcément les mêmes. La première est liée à Daesh, la deuxième est davantage liée d'un mouvement de regroupement des organisations d'inspiration Al-Qaïda, nommant donc Ansar Din, Moujao, Akmi, alors Morabitoun, qui se sont donc liés sous l'agenda défini par Agali en mars 2017, et donc la précédente organisation que je citais, née d'un schisme ou d'une initiative personnelle de Adnan Abu Walid al-Sahraoui, qui a créé en mai 2015 l'État islamique dans le Grand Sahara. Pourquoi je dis qu'il y a concomitance d'agenda? Car les deux ont fait un communiqué disant que, comme la réponse de la communauté internationale était la création de la force conjointe du G5 Sahel, comme la réponse internationale était la résolution 2254 créant, je crois que c'est la 2254, la MINUSMA, eh ben, que ces organisations allaient devenir des cibles. Et donc de ce point de vue-là, on est dans une symétrie de la terreur dont on ne sortira pas. Et les récentes attaques, comme tu l'évoquais, contre la MINUSMA ou contre le quartier général du G5 Sahel en juillet dernier à Sévaré, prouvent que ce sont évidemment ces solutions qui parfois deviennent le nœud du problème, donc poser un réel diagnostic pour répondre aux ennemis, entre guillemets, qui nous font face. Deuxième réflexion, et j'en aurai que trois, bien poser la réponse. On a défini le diagnostic, à un moment ou à un autre. Est-ce que quelqu'un peut monter? Parce qu'il y a deux personnes qui sont à la porte et qui n'osent pas rentrer. Pardon, merci à vous. Pardon? Faites-les rentrer, on verra après. La deuxième réponse, évidemment, la deuxième élément d'inflexion, c'est la réponse. Et là, encore une fois, je vais enfoncer les portes ouvertes, et je crois que les différents forats, que ce soit celui de Dakar ou celui des 2 derniers jours à Paris, n'ont pas parvenu à innover de ce point de vue-là. Il faut trouver de l'argent, il faut trouver des réponses qui soient donc non sécuritaires, et donc quoi de mieux que de faire perler un certain nombre de projets. L'Alliance pour le Sahel que je citais dans mon propos initial a une ambition bien plus large que les 450 millions d'euros qu'il a fallu péniblement constituer pour la génération de force autour des 5000 hommes que constitue le G5 Sahel, puisqu'on parle de projets allant jusqu'à 9 milliards d'euros pour un nombre approximatif de 10 ans prochains. Mais ce n'est pas l'importance des projets qui est important, c'est ce que l'on fait et l'angle dans lequel ils sont priorisés. Et donc, de ce point de vue, moi, je me félicite que dans la nouvelle orientation de l'AFD que vous citiez, celle qui a été du reste votée aujourd'hui à l'Assemblée, avec le milliard supplémentaire qu'Emmanuel Macron avait promis, s'inscrivent dans une nouvelle conditionnalité. Et je crois que la nouvelle conditionnalité, c'est d'évidence, mais on aurait pu le penser avant,
la priorisation des projets avec un délai, que les projets soient effectifs dans un délai de 5 ans, la redevabilité, une sorte de conditionnalité, il faut que les justes bénéficiaires en bénéficient, et bien évidemment l'efficacité, il faut que les projets aboutissent concrètement à améliorer la situation. D'une phrase, je crois qu'on ne peut pas résoudre un conflit qui, du reste, dépasse très largement le temps court et l'émotion que provoque cette crise. Je rappelle que la Fédération internationale des droits de l'homme a rappelé qu'en 2017, près de 350 personnes sont mortes au Mali à travers 400 attaques. Donc, la situation n'est pas meilleure, mais elle n'est pas pire non plus. Mais en tout cas, elle s'est stabilisée dans cet entre-deux dont on ne peut évidemment se satisfaire. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faille, ici même, en France comme ailleurs, essayer de penser autrement la question sécuritaire. Et le simple fait que l'on pense à l'émergence d'outils innovants, c'est ce que nous avons dit hier à l'AFD, à travers des réseaux d'alerte précoce, à travers l'importance de l'anticipation, à travers la mobilisation d'acteurs qui jusqu'à présent n'avaient pas leur mot à dire, à travers des solutions hybrides, la mixité pour la réponse sécuritaire, le caractère transfrontalier, l'émergence d'initiatives laboratoires type l'Iptako-Gourma, autorité, collectivité locale sur 3 régions, me semble être quelques-uns des solutions. J'ai été 2 minutes trop long, je m'en excuse. Mais je suis entre ceux qui fixent les règles. Voilà. Qui les dérogent le plus facilement. Mais on peut dire l'absence de justice, le manque de démocratie et le désir d'ascension sociale. Tu as parlé aussi de la recomposition actuelle des groupes terroristes ou des agendas concomitants qu'ils peuvent avoir, notamment des forces qu'on estimait rivales entre l'EI, entre l'État islamique et Al-Qaïda. Donc le diagnostic a été fait. Maintenant, il faut trouver des réponses adéquates et penser peut-être beaucoup plus sur une stratégie d'action sociale, de développement et d'action au niveau des collectivités locales pour empêcher que ces jeunes rejoignent la cause terroriste. Ce que je vous propose, en attendant Abdou est là Non. L'intervenant n'est pas venu. Il est sorti du métro. D'accord. On va peut-être prendre une ou deux questions en attendant pour l'un des 3 intervenants, et puis on passera à la 4e communication, et puis on reviendra pour une série de questions à la fin. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Oui, Caroline Roussy, historienne. Je te laisse le soin de te présenter. Oui, docteur en histoire de l'Afrique contemporaine. Étant entendu que je suis intervenue la semaine dernière dans le cadre du forum de Dakar sur les questions sécurité et développement des espaces frontaliers. Et je vous rejoins, enfin c'est moins une question qu'une réflexion. Je trouve qu'en effet, il n'y a pas eu du tout de réflexion holistique sur la gestion des espaces transfrontaliers, d'où les difficultés auxquelles on se retrouve confronté aujourd'hui. Et là, c'est peut-être une réflexion et qui concerne un petit peu tout le monde, à savoir que globalement, de la part des intellectuels, il y a eu des prises de position tendant à dire que les frontières étaient héritées du congrès de la conférence de Berlin 1884-1885, ou même appuyant sur leur caractère totalement artificiel, nonobstant la réappropriation en réalité de ces frontières par les populations, soit une territorialisation par le bas, et qui, à mon sens, empêche véritablement les débats de fond sur ces questions-là, et peut-être aussi d'inventer ces solutions novatrices que vous appelez de vos voeux, afin de gérer et voir développer ces espaces. Voilà. Je peux réagir à ça? Alors, c'est un sujet qui me passionne également. Alors, juste en fait, pour préciser, j'ai fait ma thèse sur cette question-là. Voilà. Quand même quelques rappels. Il devait y avoir une mobilisation au niveau de l'Union africaine, car le programme PFUA devait aboutir à répondre à une injustice d'une certaine façon. Vous me corrigerez si je me trompe. 1/3 des frontières sont démarquées, ou la moitié des frontières africaines sont
délimitées. Donc, Oui, alors voilà, il y a une confusion. Effectivement, souvent, elles sont délimitées, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien des conventions, mais la plupart du temps, elles ne sont pas démarquées. Donc ça prouve aussi qu'il y a une responsabilité des États africains eux-mêmes à régler leurs propres conflits frontaliers. Et de ce point de vue-là, il faut se réjouir, par exemple, qu'entre l'Érythrée et l'Éthiopie, après une guerre ô combien sanguinaire, le 14 juillet dernier, on aboutisse enfin à délimiter cette frontière. Je crois que c'est un élément important parce que je me souviens avoir réfléchi à ces questions avec un certain nombre d'acteurs de ces frontières, de la délimitation des frontières à l'IHEDN. On avait consacré il y a quelques années un agenda, un séminaire, ce qu'on appelle le FICA, le Forum international du continent africain du l'IHEDN, précisément sur cette question. Et la question était revenue plusieurs fois en disant que pour que les frontières soient des passerelles et non plus des barrières, il faut investir l'entre-deux. C'est-à-dire qu'en gros, je termine si vous permettez, que eux qui sont des praticiens de la question sécuritaire ne soient pas là juste pour empêcher les gens de traverser les frontières, mais qu'ils soient là dans un espace, une sorte de Schengen africain si on veut, dans lequel à l'intérieur d'un espace défini, il y a de la fluidité, il y a de la transmission de biens, de personnes, de capitaux. C'est le cas dans la CEDEAO, puisque c'est un des éléments fondateurs du traité d'Abuja. Mais que, bien évidemment, il faille aussi penser la question de l'appropriation des acteurs locaux et des collectivités locales, parce que ce sont elles qui règlent les problèmes frontaliers. Avec une autre réalité, c'est qu'un homme est plus facilement traçable que du bétail, et que parfois, quand on veut empêcher les deux de passer, ben, on aboutit à des heurts intercommunautaires. Je crois d'ailleurs que ce qui est en train de se passer au Nigeria, où la frontière entre le Nigeria et le Niger le prouve, ce qui est en train de se passer entre la frontière du Nigeria et le Cameroun le prouve également. Donc il faut investir dans ce domaine en priorité. Merci Emmanuel. Et je crois que dans ta communication, tu intervenais aussi sur la nécessité de tracer ces frontières, parce que ça pose des problèmes fonciers, notamment sur des espaces conjoints transfrontaliers. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? Et vous les régez? En fait, je voulais juste préciser, parce que après, je vais pas me... Vas-y, réponds rapidement et puis on passera à la fin. En réalité, je pense que toute l'ambivalence de la frontière, qu'elle est bien un barrage, mais également un pont entre les populations, et qu'il existe cette fluidité en dehors des circuits légaux. Voilà, c'était juste cette précision que je voulais apporter. Et quant au fait qu'effectivement, il y a des échelons, souvent les conseillers ruraux qui peuvent intervenir sur cette question du foncier, en réalité, ce n'est pas véritablement cadré par les États. Il n'y a pas de cahier des charges, ce qui fait que ce sont des résolutions au cas par cas qui n'ont aucune pérennité dans la longue durée. Et ça, également, c'est extrêmement problématique. Monsieur et monsieur. Moi, je voudrais juste apporter quelques précisions, parce que localement, au niveau du Mali, le problème, je suis d'accord avec vous sur l'aspect de la justice, l'absence de justice, c'est que dès l'arrivée de Barkhane, les insurgés ont changé de stratégie. C'est-à-dire ils ont fait ce que l'État et la communauté internationale auraient dû faire, se baser sur le social. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans de nombreux villages maliens, ce sont ces insurgés qui rendent justice, et souvent au bénéfice des populations. C'est eux qui aident les éleveurs lors de la transhumance. Ils sont en train de gagner en termes de confiance et en termes de sympathie auprès de la population, où nous avons remarqué ces derniers temps qu'il y a même des groupes WhatsApp qui ont été créés au niveau du Mali pour supporter justement Amadou Koufa, parce que non seulement il était arrivé à tenir tête, entre guillemets, à la communauté internationale, et que dans cette zone du centre du Mali, ces hommes parviennent de temps en temps justement à soutenir la population. Et la deuxième faute qui a été en tout cas perçue par les Maliens comme étant une faute très grave, c'est qu'au lendemain de l'élection présidentielle du deuxième tour, sur la base de résultats provisoires que le président français félicite justement le président Ibrahim Boubacar Keïta, donc ça a été très mal perçu, et tout ça enlève justement une certaine crédibilité au sein de la communauté internationale pour aller justement du côté des insurgés. Le dernier point, qui est le point
essentiel, en tout cas au niveau du Mali aussi, c'est justement l'accord de paix. Nous avons un accord de l'avis de tous, qui est un accord qui est inapplicable. Cet accord-là, en l'appliquant, justement, risque de provoquer une crise. D'ailleurs, il y a le débat autour de la réorganisation territoriale qui est en train d'éclater dans tous les sens. Donc, je pense que très concrètement, il y a la vision internationale qu'il faut parvenir à rapprocher de la vision locale. Le principal problème aujourd'hui, c'est qu'au sein du Mali, non seulement malgré les formations au sein des armées, il n'y a pas tant de résultats que ça. Nous l'avons vu en 2014 lorsque les GTIA formés par UTM ont été déployés à Kidal. On continue à avoir une armée malienne extrêmement faible. Donc, tout ceci est un manque de résultats. Aujourd'hui, très concrètement, il y a un manque de confiance entre la classe politique et les groupes armés, liés justement à l'achat de la paix, avec des grosses opérations de corruption. Il faut être capable justement de mettre la question de la corruption sur la table. Et ensuite, justement, la population civile qui est totalement laissée à l'abandon. Hier, lors de l'attentat à Gao, le ministère malien de la Sécurité a qualifié cet acte d'incident. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment un gros problème au niveau du Mali qui, malgré ce qu'on peut dire, n'est pas dans une situation où les choses s'améliorent, mais les choses vont de plus en plus mal. Monsieur, et après, oui, Samuel Ngosso, je pense que le problème de la délimitation des frontières n'est pas nécessairement un élément important. Sur le plan légal, oui, et de la loi, d'accord. Mais seulement quand nous observons, vous avez parlé de Boko Haram tout à l'heure, vous avez parlé du Cameroun et du Nigeria, quand on observe cette frontière tout au long du Nord-Cameroun, vous allez d'abord vous apercevoir d'une chose, c'est qu'à l'indépendance, c'est-à-dire il y avait une partie anglophone et une partie francophone, à l'indépendance de ces deux pays, la frontière a été très bien matérialisée. Et après le conflit de Bakassi, c'est une frontière qui est très très bien dématérialisée. Et vous constatez une chose, c'est que pendant des années, entre la partie du Nigeria et la partie du Cameroun francophone, mais les échanges se faisaient de façon régulière avec des marchés d'un côté et de l'autre, où on utilisait le naira, on utilisait le franc CFA. C'est-à-dire que les uns et les autres faisant un commerce sans qu'il n'y ait un problème majeur. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone qui me semble très important? C'est la paupérisation qu'il y a eu pendant des années et qui a permis à un groupe de s'organiser de chaque côté de la frontière. Donc, pour moi, la matérialisation de la frontière n'est pas l'élément essentiel par rapport à cette zone, mais il y a un problème de fond qui se pose, le manque d'investissement complet, manque d'écoles, manque de structures, de santé, ainsi de suite, de part et d'autre. Et c'est ainsi que c'est un seul groupe, et sur le plan ethnique, qui est de part et d'autre de la frontière, et qui arrive à s'organiser par rapport à l'entité ethnique. J'ai oublié de vous demander de vous représenter, monsieur. Samuel Ngosso, je suis un ancien journaliste. Merci. J'ai oublié de préciser aussi que les débats sont passés sous les règles maintenant bien connues en France, même s'il y a eu quelques exagérations. Le Chatham House, tout ce qui est dit ici peut être retranscrit, mais non attribué individuellement. D'accord. Oui, Monsieur le Président, je vais poser une question. Non, il n'y a pas de problème pour moi. Je vais poser une question, mais si vous pensez qu'il y a hors sujet, vous ne pouvez pas répondre. Quand vous écoutez là, sur l'affaire du Mali, les sénateurs, c'est vrai que la commission de défense, en plus, donc on se On pourrait dire que voilà, il y a à peu près 18 à 20 milliards de dollars qui ont été investis dans l'effort de stabilisation du Mali. Nous avons globalement, avec les forces armées maliennes, pratiquement 40 000 hommes qui sont chargés de combattre environ 3 000 insurgés. Ils n'y parviennent pas. Le problème, il est très simple, parce que tout simplement, au niveau des autorités maliennes, c'est 5 ministres de la Défense en 4 ans. C'est une instabilité très importante. C'est une troupe qui n'est pas du tout au niveau, parce que lors des sélections pour la formation des GTIA par UTM, la plupart sont disqualifiés. Le reste, pour ne pas partir les mains vides, on les sélectionne comme ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une armée malienne prête et capable de prendre la relève.
Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'au niveau du G5 Sahel, vous avez vu ce qui s'est passé à Sévaré avec l'attaque de son QG et qui, entre guillemets, honteusement, déménage de Sévaré pour venir s'installer à Bamako et qui peine justement à être opérationnel. Ce qui s'est passé, c'est que dans la tête justement de ces autorités maliennes, c'est que ce serait à la communauté internationale, aux différentes initiatives, de faire le travail à sa place. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec non seulement l'absence d'une armée nationale, mais aussi d'une initiative africaine capable de reprendre la relève. Donc, pour l'instant, il est souhaitable justement que la force française reste, d'autant plus que l'AMINUSMA, en termes opérationnels, a aussi beaucoup de difficultés, qui vient de rappeler qu'elle n'est pas du tout là pour combattre le terrorisme. Donc, c'est vraiment cette réalité qui existe aujourd'hui. Voilà, même si on souhaiterait que l'opération Barkhane parte un jour ou l'autre, mais très sincèrement, ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain et ça risque de durer encore un peu. Non, mais le problème, je veux bien, si on... Non, C'est vous le président. Il faut qu'on donne la parole à le dernier intervenant. Je crois que vous voulez dire un mot aussi. Moi, c'était 3 questions, 3 intervenants. Est-ce qu'on peut remettre les questions à la fin? On va laisser intervenir M. Ibrahim sur les enjeux commerciaux et sur les APE. Comme je rappelais, il a été lancé cette négociation entre les ACP et l'Union européenne a été lancée symboliquement lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. On va discuter d'un certain nombre de sujets, les migrations, les accords de partenariat économique. La sécurité, ça va être l'objet d'un an ou un an et demi de discussion avant de définir les partenariats pour les 20 prochaines années entre l'Europe et les ACP. La parole est à vous. Je vous remercie. Alors, c'est M. Païwa. J'ai le redoutable privilège d'intervenir sur la question des APE, ce qui est une tâche à la fois exaltante, mais aussi quelque peu punitive dans la mesure où Abdou Fleur m'a privé des folies de fin de soutenance de thèse. Je sors d'une soutenance de thèse, et vous savez ce que c'est, et voilà qu'il me torture finalement. Je ne me suis pas reposé depuis ce matin, et là il me paraît que j'ai un temps relativement court pour vous parler des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays ACP. Alors disons que les accords, comme j'ai un temps relativement court, que les accords de partenariat économique sont des accords commerciaux, c'est des accords globaux qui ne se limitent pas seulement à traiter des questions commerciales, stricto sensu, dans la mesure où c'est des accords qui comprennent une dimension développement, une dimension aussi obstacles non tarifaires. Alors ce qu'il faut entendre par obstacles non tarifaires, c'est un certain nombre de questions qui limitent dans une certaine mesure la liberté des échanges et donc sur lesquels l'Union européenne et les pays ACP ont eu du mal à s'entendre dans le cadre des négociations. Bon, difficulté dans les négociations dans la mesure où normalement les APE, le groupe ACP est divisé en 5 zones. Chaque zone devrait signer un accord de partenariat économique complet avec l'Union européenne et que finalement, depuis le lancement des négociations, il n'y a eu que 2 accords de partenariat économique complet qui ont été conclus. Le premier entre l'Union européenne et le CARIFORUM, le second entre l'Union européenne et le groupe Pacifique. Pour ce qui est de la CEDEAO, pour ce qui est de l'Afrique centrale, de la SADC aussi, aucun accord n'a pu être conclu. Tout ceci renseigne sur la complexité des négociations et que finalement les négociations ont achoppé non pas seulement sur des questions douanières, comme on pourrait en entendre parler dans les médias, mais sur aussi des questions, des points juridiques, par exemple la clause de non-discrimination, précisément l'un des aspects de cette clause de non-discrimination, à savoir la question de la nation favorisée. L'Union européenne
européenne, de façon tactique, a introduit cette clause et l'a rendue conditionnelle. C'est-à-dire que l'Union européenne demande l'extension, ce qui n'est pas habituel, d'avantages qui seraient accordés à des pays en développement, parce que les pays ACP sont des pays en développement. Pays en développement qui constituent une catégorie assez hétéroclite dans laquelle on trouve les BRICS, parce qu'au niveau de l'OMC, il faut le dire, la terminologie n'est pas si déterminante et que les États peuvent décider de se classer dans une certaine catégorie. C'est le cas des pays des BRICS. Mais en réalité, c'est des économies émergentes qui sont loin d'être véritablement des pays en développement. Alors, l'Union européenne introduit une clause qui dit que le pays en développement qui aura peut-être une part 1% ou 1,5% de part du commerce mondial devrait donner, les relations entre les pays ACP et un pays en développement, les BRICS, qui aurait peut-être 1,5% de part du commerce mondial, devrait donner lieu à une extension des avantages. Par conséquent, ce qui limite inéluctablement les relations sud-sud, donc entre pays en développement. Mais il faut dire aussi que d'autres clauses ont entraîné des oppositions entre l'Union européenne et les pays ACP. Il s'agit de la question des subventions agricoles. L'Union européenne subventionne son agriculture. Et dans le cadre de l'OMC aussi, c'est une question sur laquelle les membres de l'OMC ont du mal à s'entendre. Par conséquent, les pays ACP voulant accéder au marché de l'Union européenne ont toutes les peines du monde à le faire par rapport à ça, et que peut-être leurs produits agricoles ont quelque peu du mal à accéder au marché européen pour la bonne et simple raison qu'il y a un certain nombre de contraintes liées aux obstacles qui sont établis au niveau de la frontière. Vous voyez, parce qu'il y a parfois des obstacles techniques, il y a aussi des mesures sanitaires et phytosanitaires qui établissent un certain nombre de standards, un standard assez élevé, et que les pays en développement ont du mal à les respecter. En particulier leurs entreprises. Il en est ainsi également pour ce qui est les négociations aussi achoppées sur la question du degré de libéralisation, mais aussi du délai de libéralisation, parce que les accords de partenariat économique sont considérés du point de vue de l'OMC comme des accords commerciaux régionaux, soumis à un certain nombre de conditions, comprises dans l'article 24 du GATT, et que cet article impose que les relations commerciales dans le cadre d'accords commerciaux régionaux devraient donner lieu à une libéralisation d'une bonne partie du courant des échanges, et par conséquent les négociations ont achoppé aussi sur cette question. 60%, 80%, l'Union européenne ne s'est pas entendue avec le pays ACP. Il y a aussi le délai de libéralisation. Certains parlent de 15 ans, d'autres 20 ans. Les pays ACP ont besoin d'assez plus de temps pour libéraliser, et l'Union européenne a besoin d'aller de l'avant. Bon, j'aurais pu vous parler un peu plus en détail de ces questions-là. Bon, j'improvise comme ça, c'est assez compliqué, vous voyez, parce que je suis arrivé en retard et puis j'ai pas eu le temps de préparer véritablement. Peut-être qu'il y a des questions, j'aurais pu vous pouvez nous dire un mot à l'heure où l'Union africaine est en train de travailler sur une zone de l'échange continental. Est-ce que ça ne va pas complexifier encore les négociations, les APE, alors que l'Union européenne voulait signer avec des blocs régionaux à l'origine, a signé quelques accords intérimaires pour sauvegarder quelques échanges historiques, la banane, l'ananas notamment. Est-ce que ça ne va pas renvoyer à plus tard ces négociations, alors que maintenant les Africains veulent négocier une seule voie? Justement. Alors, sur ce point, il faut dire
que la stratégie de l'Union européenne tend à changer. Avant, il s'agissait de négocier entre l'Union européenne et un certain nombre de blocs régionaux. Dans le cadre de ma thèse, sur ces développements-là, parce que ma thèse porte plutôt sur les obstacles non tarifaires, il y a cet aspect de la question et que relativement à la gestion de ces obstacles non tarifaires, je proposais que l'Union européenne puisse, dans la perspective évidemment de cet accord-là, l'accord de libre-échange continental qui est en train d'être négocié au niveau de l'Afrique, que l'Union européenne négocie de continent à continent. Et que 2 mois après, dans le cadre de son discours sur l'état de l'Union, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, proposait effectivement. Donc rejoignez ma proposition sur ce point-là. Et je pense effectivement que dans un futur plus ou moins proche, évidemment, la stratégie se fera entre continents et non plus entre l'Union européenne et des blocs régionaux. Merci beaucoup. On va peut-être prendre quelques questions avant d'avoir la conclusion de Je pense qu'une idée africaine, avec, par exemple, dans le cadre du réseau, pousser certaines choses qui soient issues de l'Afrique. Donc, il faut le respecter. Voilà, et nos gouvernants qui sont issus de la plupart période avant l'indépendance, ils ont un problème de compréhension de ces enjeux-là. Et notre seule réponse, c'est de bloquer Internet ou de croire que Internet, en fait, amplifie les crimes du monde. Or, Internet n'est qu'un support, et c'est comme le couteau n'est pas responsable du mobile du crime. Voilà. On a suivi cette histoire en direct à Addis Abeba en janvier dernier. Mercredi, elles sont données de nom. C'est que ceux qui ont fait sortir ces informations, qui ont fait tout, parce que ça a été sorti par le Monde, après par le Financial Times, tout ça, ont voulu sensibiliser les chefs d'État africains. Pour dire, voilà ce qui se passe dans notre propre enceinte panafricaine. Et maintenant, il faut peut-être prendre en compte ces menaces et mettre les moyens de sécuriser tous nos dispositifs informatiques au sein de l'Union africaine. Je crois que vous avez 3 questions. Très rapidement, de manière assez précise, parce qu'on est un peu contre la parole. Bon, la première, c'est au premier intervenant. Je remercier d'abord les différents intervenants. Remercier le dernier qui vient de soutenir sa thèse. Félicitations. Plein succès. Boubacar Salif, la première question. Quel est l'état de la transformation des déchets en Afrique? Je pense qu'on est très en retard sur ce domaine. Il y a d'abord des enjeux sécuritaires ou sanitaires, il y a des enjeux économiques. Récemment, la Côte d'Ivoire a pris une initiative en lançant une usine de transformation des déchets. Qu'est-ce qui bloque véritablement à ce niveau? La deuxième question, données personnelles. C'est une question de souveraineté, vous l'avez dit, enjeu de souveraineté. Quelle est la marge de manœuvre de nos États, de nos dirigeants, s'ils se lancent dans une législation, alors que leur data center est à l'étranger, les données personnelles dans l'étranger. Dernière question, c'est pour le G5 Sahel. Moi, je me pose la question de l'utilité du G5 Sahel. Pourquoi pas combiner, ou en tout cas intégrer le G5 Sahel dans le dispositif sécuritaire de la CEDEAO. On sait que s'il y a une structure régionale, en tout cas entre guillemets aboutie, c'est la CEDEAO. Donc le Conseil de sécurité de la CEDEAO, je pense, semble être, du point de vue sécuritaire, l'intégration la plus réussie. Et je ne peux pas imaginer non plus le G5 Sahel sans le Sénégal. Voilà, qui chaque année organise quand même le forum sur la paix et la sécurité, qui est l'un des pays ou le pays le plus stable, qui n'a jamais eu d'attaque terroriste, que Dieu nous en préserve davantage. Donc, je n'ai pas très bien compris. Et où en sommes-nous de cette force de réaction rapide, tant attendue, qui permettrait quand même de régler certains problèmes, qui permettrait d'intervenir très rapidement et d'éviter ce qui s'est passé un peu partout en Afrique ces dernières années. Merci. On peut peut-être prendre encore une ou deux questions et après on fait les réponses et après la conclusion. Donc j'ai Gamma. Alors, est-ce que monsieur, vous avez une petite question? Monsieur
Alors moi, c'était une petite question à l'attention de Monsieur Traoré. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Quelques questions néanmoins. Vous avez insisté sur le fait qu'il fallait qu'il y ait une véritable volonté politique pour aller vers davantage de stabilité, développement durable et conjuration de la pauvreté. Néanmoins, je remarque que dans l'institutionnel et en l'espèce de l'État qui sont source ou à l'origine de problèmes, cela dépend évidemment des cas. Et par ailleurs, dans les solutions, vous avancez la nouvelle stratégie de l'AFD qui, bien évidemment, va vers un type de financement initiative privée, voire PPP, j'imagine, puisque c'est plutôt à la mode. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme d'externalisation également de ces solutions? Voilà, ce sont les deux points sur lesquels j'aurais bien aimé avoir quelques réponses. Je vous remercie. On va essayer de répondre aux différents intervenants. Donc effectivement, par rapport à la question de Abdou Fleur, qui va rejoindre la question de Madame, c'est qu'effectivement, si je n'ai pas cité l'État, c'est une erreur. En fait, l'État doit porter ses initiatives parce que doit non seulement définir le cadre réglementaire, mais il doit aussi s'engager sur cette question-là. Le problème du fait que la transformation des déchets est en retard en Afrique, c'est que cette question a toujours été perçue comme étant un sujet non rentable. Les déchets sont considérés comme étant des déchets sans plus-value et on n'a jamais pensé à développer des solutions pouvant mettre en valeur ou valoriser justement ces déchets-là. Et d'ailleurs, l'un des combats que j'ai mené au niveau du Mali, c'était effectivement de les sensibiliser par rapport à la création d'emplois. Quand on prend des structures comme Suez ou Veolia, leur chiffre d'affaires annuel fait à peu près le PIB de ces pays-là, entre 15, 20 milliards d'euros chaque année. Et ce sont des structures qui emploient aussi beaucoup de personnes. Donc, parvenir à faire en sorte qu'on puisse totalement se rendre compte des avantages liés au traitement et à la valorisation des déchets, c'est là où on pourra débloquer la situation. Parce que pour l'instant, au niveau de l'État, c'est tout simplement, il faut dire les choses clairement, c'est tout simplement la capacité de capter les différents financements ici et là qui finalement finissent dans des réseaux de corruption et qui ne financent aucun projet. Donc, il faut que cela cesse, il faut que l'État porte l'initiative et que surtout l'État soit convaincu justement de la rentabilité d'une bonne gestion environnementale. Il y a la question de la création d'emplois, mais il y a aussi la lutte contre toutes les maladies ou autres. Donc il faut parvenir à mettre tout ça sur la table et avoir des politiques totalement convaincues de la question pour parvenir justement à un résultat. Donc ça répond à la première question. La deuxième question liée à l'AFD, moi je pense très sincèrement qu'il faut parvenir, en tout cas à travers les acteurs locaux, parvenir à mettre en place une coopération assez transparente avec l'AFD qui exige de plus en plus des résultats et je pense que c'est une très bonne chose. Mais le volet sur lequel je voudrais aussi insister, qui a été aussi l'un de mes combats, c'est qu'il faut que l'AFD parvienne à responsabiliser un certain nombre de structures locales qui peuvent être des entreprises privées spécialisées dans le suivi des projets. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que ces projets-là sont montés et ce sont des projets qui ne sont pas suivis, premièrement. Et deuxièmement, on s'est rendu compte que sur beaucoup de territoires, parfois à quelques kilomètres, ce sont les mêmes projets qui sont mis ensemble et les uns et les autres ne savent pas réellement ce qui se passe de part et d'autre. Donc il faut vraiment développer des politiques de suivi et d'accompagnement pour que ce projet-là aille vers plus de pérennité. Voilà. Une question. Oui, rapidement, Sahel, et en même temps par rapport à la question du financement, du décaissement et de l'armement. Il me semble que l'élection présidentielle au Mali, que le compte de campagne du président, théoriquement 30 millions d'euros qui auraient été consacrés à sa campagne. Alors, moi je m'étonne, quand on dit, mais comment se fait-il que vous ne décaissiez pas l'argent? Nous avons besoin d'argent. Donc,
première réponse, l'argent, parfois on le trouve très facilement. Et parfois on le trouve très difficilement quand il faut faire l'appel aux dons. C'est plus le cas lors de la réunion des donateurs à Bruxelles le 23 février dernier. Ce sera de nouveau le cas en décembre prochain à Bruxelles. Je rappelle que la contribution qu'attendent les G5, c'est à peu près ce que le président malien a dépensé pendant sa campagne. La question. Deuxièmement, la question de l'armement, ça c'est une question qui est structurante. Il aura fallu un an pour que EUTM puisse obtenir ces gilets pare-balles. Attention, c'est compliqué. Le président nigérien a demandé qu'il y ait des blindés. Ça ne se vient pas comme ça. Il y a quand même des contrôles qui doivent être faits en matière de normes, à la fois en termes de financement et puis surtout dans un marché qui est quand même largement contingenté, si j'ose dire, au niveau des institutions internationales, pour que on ne fasse pas les choses à la légère. Donc là aussi, la question de l'armement est une question importante, mais elle prend du temps. Pour répondre plus directement à la question de l'élargissement ou du périmètre géographique du G5, c'est précisément la question qu'on a posée hier, Abdou, à l'AFD, où je me souviens que parfois, dans d'autres espaces, l'espace méditerranéen par exemple, on a voulu partir de Mars ou de Vénus et de se focaliser sur quelque chose qui est beaucoup plus réaliste. En gros, l'Union pour la Méditerranée, c'est 27 plus 15, alors que le G5, le 5 plus 5 Sahel, c'est comme son nom l'indique, les 5 pays de l'arc latin européen et les 5 pays de l'Afrique du Nord, et ça fonctionne beaucoup mieux que quand il y a un spectre plus large. Ça répond à votre première interrogation sur la capacité d'élargir au G6, Sénégal, G7, Côte d'Ivoire. À ce moment-là, c'est l'ensemble de la bande sahélo-saharienne, en y englobant aussi, non pas l'horizontalité des menaces, mais la verticalité des menaces, avec Boko Haram. Et dans ce point de vue-là, il y aurait une certaine logique à ce que le G5 travaille plus conjointement avec la mission, la force multinationale qui a été créée pour lutter contre multidimensionnelle, qui a été créée pour lutter contre Boko Haram, qui englobe le Bénin, le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria. Oui, ça fait donc une croix, mais on pourrait aussi élargir le spectre en pensant que la corrélation des menaces entre la République centrafricaine ou la région des 3 frontières, entre le Soudan, la République centrafricaine et le Tchad, engage aussi les forces armées tchadiennes et de facto les forces armées françaises. Donc vous voyez, plus on élargit et plus on s'éloigne du point focal qui est celui des insécurités dans les septentrions des différents pays dont on parle, Mali et Niger. Une minute, même pas, 30 secondes. Oui, vous avez raison sur la réorientation ou la réorganisation de l'espace sous-régional africain. Lors du traité d'Abuja en 1991, on a créé 8 communautés économiques régionales, dont le but était de sous-tendre l'unité africaine, qui a mis beaucoup plus de temps à être réalisée, puisqu'il a fallu attendre le 31 janvier de l'année dernière pour qu'elle soit pleine et entière, avec le retour après 33 ans du Maroc. Vous avez raison, parfois, les communautés économiques régionales ne correspondent plus tout à fait à la réalité telle qu'elle se vit. La CEDEAO englobe ou devrait englober des pays qui n'appartiennent pas à la CEDEAO. C'est la raison pour laquelle le Maroc a demandé à Monrovia en mai 2017 de l'intégrer. Et que la Tunisie a demandé à bénéficier d'un statut d'observateur comme l'avait le Maroc jusqu'à présent. Vous avez raison de rappeler que quand on parle du G5, on a 2 pays, ou en tout cas un pays, je prends que l'exemple du Tchad, qui n'appartient pas à la CEDEAO. Ou qui n'appartient pas du reste non plus. Oui, j'ai raison, 2 pays, bien sûr. La Mauritanie a quitté la CEDEAO en 2000. Donc, et devrait y revenir le 1er janvier 2019. Donc il y a une vraie réflexion sur l'élasticité ou le contenu de ce qui fait communauté entre États. Est-ce que c'est purement l'économie ou est-ce que, et je réponds directement à votre question, la question sécuritaire doit être un nouveau vecteur de coopération. Et c'est de ce point de vue-là ce qui me semble être l'hybridité du G5 qui pourrait faire laboratoire, parce qu'encore une fois, ça engage des pays qui peuvent appartenir à des zones économiques ou des zones géographiques différentes, mais qui partagent un même objectif, une rationalité, une forme de réponse immédiate à la crise. Encore une fois, je le rappelle, ce n'est pas que du cinétique, ce n'est pas que du militaire, ça doit s'insérer dans le temps. Juste une chose sur la question du G5 que tu n'as pas mentionné. La véritable raison pour laquelle le Sénégal n'a pas pu intégrer un G6, c'est parce qu'il y a une forte opposition du président de Mauritanie pour des questions de leadership
régional. Et je peux vous le dire, il m'a dit directement, tant que je serai là, le Sénégal ne fera jamais partie du G6. Voilà. Roger Ngama, vous êtes responsable du groupe de recherche africaine de l'IPSE. Il vous revient la charge de conclure tous ces débats qui ont été assez riches. Ouais, merci beaucoup. C'est une tâche assez difficile pour des débats très riches et avec des commentaires et des questions pertinentes. Donc je vais essayer de survoler un peu les points essentiels que j'ai pu retenir sur chaque intervention. La question de développement durable. Je retiens que entre nos forums et la réalité du terrain. Et que sur le terrain, les questions principales pour les populations, c'est d'abord la question de l'autosuffisance alimentaire et qu'il faille aller sur le terrain pour étudier et faire le pour et le contre entre une aide publique ou non. Et c'est ça. Deuxième point, c'est le rôle politique des décideurs politiques. C'est-à-dire que c'est important qu'il y ait une volonté politique avant que les actions sur le terrain puissent prendre forme. Donc c'est un élément qu'il faut retenir. Troisième point, c'est qu'il y a en Afrique un gros problème de pollution dû aux activités informelles et qu'il faut prendre en charge. Enfin, pour terminer, quelle solution notre intervenant a proposé? Et il a proposé qu'on puisse, qu'on puisse faire des financements directs. Il a proposé aussi qu'on puisse faire le lien entre le développement et la pauvreté, que la décentralisation est une des solutions à la problématique actuelle. Et puis, il a souligné l'importance de la formation. Voilà, c'est ce que j'ai pu retenir sur ce point-là. Deuxième sujet, c'est sur la protection des données et des données personnelles. Notre intervenant nous a expliqué que protéger les données personnes, c'est protéger les personnes. Ça, c'est la première chose. Et donc, pour ça, il faut éduquer les populations pour que les gens, les utilisateurs de la technologie, nouvelles technologies, puissent, et puis l'État aussi, puisse prendre ça en compte, et que l'État, il y a des cadres institutionnels et légaux qui existent au niveau africain, au niveau de coopération entre l'Afrique, l'Europe, la France et au niveau international, et qu'au niveau régional, il y a la CEDEAO et l'Union africaine qui ont mis en place aussi des cadres institutionnels. Ces cadres existent, c'est aux pays africains de les appliquer, parce que pour le moment, il y a des pays qui suivent et d'autres qui sont en grand retard. Donc, pour conclure, cette question de protection des données personnelles est une question qui relève de la souveraineté des États et il serait important qu'on puisse avoir des sites de protection nationaux. Voilà. Donc, je veux, et puis aussi, voilà, il a soulevé la question de l'Internet libre. Voilà. L'autre thème, c'était le thème de la sécurité. Alors, sur la sécurité, je retiens que le Sahel est un épicentre de conflictualité, est une zone de conflictualité dont l'épicentre se trouve au Mali. Et qu'il y a une nécessité de partenariat au niveau régional, au niveau européen, au niveau international. Les conditions de l'existence de l'inflation sécuritaire sont multiples et je retiens deux. Il y a l'absence de justice, et puis aussi le fait qu'il y a les concordances de fait qui font que, voilà, à un moment donné, des groupes qui existent arrivent à faire coalition pour pouvoir agir.
Alors, quelle réponse donner à cette situation? Il y a la nécessité. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent et il faut des réponses qui ne soient pas que des réponses sécuritaires. Donc, il y a une nécessité de trouver des réponses alternatives qui sont innovantes et qui ne soient pas que des moyens militaires. Enfin, en ce qui concerne les enjeux commerciaux, donc les APE, j'ai retenu de notre... il est déjà docteur, hein, donc de notre docteur, que voilà... de notre docteur, que les accords sont des accords globaux. Il ne faut pas prendre les accords de partenariat économique entre ACP et Union européenne comme étant seulement dans les cadres commerciaux. Il y a des aspects de développement, il y a des aspects juridiques, il y a des aspects tarifaires et notamment les obstacles non tarifaires sur lesquels butent des négociations aujourd'hui. Et notre intervenant il a proposé que les négociations qui se font aujourd'hui entre les régions d'Afrique et l'Union européenne puissent être conduites au niveau des continents. Donc, et que les délais de libération de libéralisation aussi soient renégociés correctement. Ensuite, il y a eu le débat très riche, très fourni, et avec des remarques, des questions très pertinentes. Donc, je retiens quelques éléments. C'est le rôle des frontières artificielles qui doit être géré par l'État et aussi par les collectivités locales. Et en même temps, il est dit que c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui est un facteur essentiel qui pousse les populations à aller aux mains des insurgés. Et que aussi, par rapport à l'aide, ou disons à l'assistance extérieure, en ce qui concerne la France, c'est parfois des ingérences politiques intempestives qui créent un peu une mauvaise image de la France au niveau de la population. Enfin, je retiens à la fin la pertinence de l'élargissement du G5 Sahel. Et je voudrais dire que là, pour cette réunion, on a abordé quelques défis auxquels l'Afrique est confrontée au XXIe siècle, mais comme c'est une question complexe, il y a d'autres défis et je voulais ressortir deux défis importants en ce qui concerne l'Afrique. Il y a les défis démographiques. Les défis démographiques dont on n'a pas parlé, on aura peut-être ça dans la revue. Parce que l'Afrique doit gérer cette augmentation des populations par rapport à la création de l'emploi, par rapport à la formation, par rapport à son rôle que l'Afrique veut jouer dans l'économie du XXIe siècle. Enfin, il y a le défi de gouvernance. Ça a été évoqué aussi, c'est très important, la question de la démocratie et puis la question de l'intégration régionale. Voilà, parce que c'est l'Union africaine, les organisations régionales. Il faut une réflexion, une bonne réflexion stratégique aux Africains pour pouvoir arriver à des solutions et à des réponses intelligentes, cohérentes, adaptées aux réalités africaines. Donc je pense que votre groupe est justement inscrit dans ce sens-là et je vous félicite pour cette initiative et aussi je vous remercie au nom de l'IPCE d'avoir sollicité notre participation à l'organisation de cette réunion. Et merci. Pardon ? C'est le contraire. C'est l'IPCE ? Bon, donc, voilà. Et je voulais dire que l'IPCE reste à votre disposition chaque fois que ce sera nécessaire. Et merci aussi
à l'Institut Les Canuets qui nous a reçus dans ses locaux. Voilà, j'ai terminé. Comment peut-on penser à l'indépendance de chaque pays pour ne pas être dépendant de l'ajustement structurel du FMI, de l'importance que certains pays accordent à des cabinets de conseil dont la probité, dont l'efficacité est douteuse sur d'autres territoires? Comment peut-on penser le développement ou l'appropriation de la dimension microéconomique d'un État, de la dimension prospective de ce qu'un État doit engager pour aller vers l'avant, s'il n'y a pas une pensée structurée, une pensée stratégique africaine? Et si nous devons, nous, et ce n'est pas du paternalisme, aider l'Afrique, c'est de faire en sorte que, contrairement au Forum de Dakar, et j'en termine par là, j'ai oublié de vous dire que j'appartiens au ministère de la Défense, donc je sais tout du Forum de Dakar, dans ses moindres détails, que l'on ne peut pas faire venir des gens de Paris chaque année à Dakar pour dire ce que doit être la sécurité. Parce que les insécurités, c'est la sécurité du premier kilomètre et non pas des 500 kilomètres qui nous séparent des réalités de terrain. Si nous devons continuer, et j'espère que nous le ferons, Abdou, à vous accompagner, c'est de vous permettre et de vous donner la possibilité de nous dire les réalités et non pas que nous disions, nous, sachant de l'extérieur. Je ne dénie pas l'importance que Paris doit investir dans le domaine universitaire africaniste, mais encore une fois, ça ne doit pas se substituer à cette intelligence de terrain, et je crois vraiment que votre revue a sa seule légitimité si vous y parvenez. Donc j'espère que nous vous y avons aidé aujourd'hui, et je remercie beaucoup Pascal pour l'excellent travail qu'il fait à chaque fois, et qui continuera, pendant que vous parliez, je l'ai de nouveau sollicité prochainement. Bon, Abdou, donc vous avez les coordonnées de tout le monde, vous n'avez pas amené la revue, mais on va tous vous faire parvenir un exemplaire de manière informatique. Voilà, comme ça vous aurez la quintessence de tous les articles. Nous n'étions que 3, mais il y avait beaucoup plus d'autres articles. Pardon, il y avait davantage d'autres articles. Donc nous aurons l'occasion d'y revenir. Et merci encore à Yves pour la disponibilité intellectuelle et physique de l'Institut Le Canuet. Voilà. Merci beaucoup. Absolument. Merci en tout cas Ibra, l'incontournable Ibra. Cette soirée était une occasion pour faire la promotion de la revue Afrique Stratégie qui est parue le 1er septembre. Et ça a permis quand même de donner l'occasion à toutes les personnes qui ont contribué à cette revue de pouvoir nous éclairer sur certains défis africains, notamment les défis environnementaux avec l'éternelle question de la transformation des déchets, les défis économiques avec les APE, justement un défi très important parce que les accords de Cotonou justement arrivent à terme en 2020 et ça a été l'occasion pour nous aussi de revenir, de passer en revue tous ces accords que beaucoup d'experts africains pensent ne pas être favorables à l'Afrique. Il y avait également les défis numériques, notamment notamment les données personnelles. Tout le monde sait que l'Afrique est très en retard dans ce domaine et surtout pour des questions de souveraineté. L'enjeu de souveraineté a été soulevé par l'intervenant, Pape Fodé, que les datas sont stockées à l'étranger. Donc comment on peut être souverain alors qu'on ne maîtrise pas ces données? La question sécuritaire aussi a été évoquée. Voilà, le Sahel, zone de conflictualité en spirale, par l'expert Emmanuel Dupuy, qui a un peu passé en revue toute cette question. Donc c'était une excellente opportunité pour nous, jeunes Africains d'abord, mais surtout pour le réseau Afrique Stratégie, de faire la promotion de sa revue à travers les grands défis du continent africain. Merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette table ronde. Merci à nos partenaires, à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci à l'Institut Le Canuet, qui nous a accueillis dans ses locaux. Et mention spéciale à ICAN News aussi, qui nous permet quand même d'être présents partout à travers sa disponibilité, sa mobilité. Vraiment, chapeau, mention spéciale à Ibra Khadi, qui ne ménage aucun effort pour faire la promotion de l'Afrique, pour faire la promotion de la diaspora africaine, pour faire la promotion de l'expertise africaine. ICAN News, c'est Kao Tchekanam. Alors, je suis M. Emmanuel Dupuy, je suis
président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, un think tank qui travaille sur les questions sécuritaires dans l'espace européen et également dans le voisinage européen. Et forcément, le partenariat euro-africain est au cœur de la réflexion que l'Europe doit avoir sur son voisinage. Nous nous intéressons aux questions qui transcendent les frontières et qui sont bien évidemment partagées au-delà de la Méditerranée. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, avec l'Institut Jean Le Canuet et son président Yves Pozzoli-Borgo, accorder un temps d'échange avec l'initiative prise par un certain nombre d'experts et de chercheurs africains qui ont, à juste titre, monté cette réflexion autour d'un réseau Afrique Stratégie, étayé par une revue dont j'ai l'honneur d'être aussi un des parrains en tant que membre du conseil scientifique avec d'autres collègues universitaires, moi-même étant professeur associé à l'université Paris-Sud. Donc nous avons voulu aujourd'hui ouvrir le débat sur des thématiques qui sont structurantes du temps long qui doit être celui de l'avenir du continent africain, alors que l'on s'oriente de plus en plus vers des réflexions à court terme, des solutions, et notamment sécuritaires, qui évidemment sont indispensables, mais qui ne sauraient résoudre tous les problèmes. Et donc je crois qu'il faut rentrer dans la complexité, et il faut avoir à l'esprit que des jeunes chercheurs ont peut-être un regard plus intelligent, plus souple, ou en tout cas qui tient compte des réalités qu'ils vivent aujourd'hui, et non pas des réalités que les chercheurs précédents ont vécues. Et je crois qu'il faut avoir cette régénération stratégique, et je crois que le réseau est au cœur de cette dynamique, et je me plais à penser que nous, qui sommes un petit peu plus en recul, mais qui sommes aussi des témoins de l'évolution sociétale, sécuritaire, politique, diplomatique que vit le continent africain, nous devons nous associer pour nous enrichir, pour nous fertiliser d'une certaine façon, si vous me tenez cette expression, et c'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, pour étayer nos points de vue, pour échanger nos points de vue, pour compléter nos points de vue, et ce n'est que le début d'une coopération que je me plais à vouloir poursuivre grâce au travail très structuré, très pertinent du réseau Afrique Stratégie, dont nous avons eu aujourd'hui quelques-uns des témoignages. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne coordination et bonne collaboration pour la suite. J'y compte bien. Merci beaucoup. Calero, je suis journaliste au quotidien L'Opinion à Paris et je m'occupe de l'Afrique et du Moyen-Orient. J'étais très heureux d'animer cette soirée, cette discussion autour des grands enjeux de l'Afrique au XXIe siècle. Je pense qu'on a eu des débats très riches. On a pu aborder les questions environnementales, de développement rural, les questions de protection des données personnelles en Afrique, au Sénégal notamment, les questions sécuritaires avec l'espace sahélien, toujours en proie à une recrudescence des actes terroristes. Et les différents intervenants ont aussi porté leurs solutions, les aménagements nécessaires, de ne pas recourir simplement à la force. Et nous avons fini par un sujet qui est au cœur des négociations actuellement entre l'Europe et l'Afrique, c'est les accords de partenariat économique entre les deux continents, qui sont difficiles à mettre en œuvre avec l'Afrique, alors qu'ils existent déjà avec les Caraïbes et les Pacifiques, et qui prendront certainement un petit peu de temps, maintenant que l'Union africaine compte mettre en œuvre sa grande zone de libre-échange. Alors, je m'appelle Yves Rafaï, je suis nouveau docteur en droit international et européen, parcours économique. J'intervenais aujourd'hui dans le cadre de de cette rencontre sur la question des accords de partenariat économique, des accords qui devraient être signés entre l'Union européenne et les pays ACP. Les pays ACP ont été divisés en 5 zones de négociation. Chaque zone devant conclure un accord de partenariat économique complet avec l'Union européenne, et que depuis le lancement des négociations, seuls 2 accords de partenariat économique complets ont été conclus. D'autres États, à titre individuel, ont signé des accords de partenariat économique pas complets, mais intérimaires sur certains aspects. C'est le cas du Cameroun en Afrique centrale, accord de partenariat qui porte le nom d'accord de partenariat d'étape. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui en a signé un, et que ces accords entre l'Union européenne et des États africains pris individuellement sont
à la marge, en fait, ce sont des exceptions par rapport à la logique européenne qui aurait voulu que les accords de partenariat économique soient signés entre l'Union européenne et des blocs régionaux. Mais il faudrait dire aussi que les négociations de ces accords ont été assez difficiles. Elles ont achoppé sur un certain nombre de questions, parmi lesquelles la clause de la nation la plus favorisée, les obstacles non tarifaires, un concept qui regroupe un ensemble de choses, en l'occurrence les subventions agricoles, la question des mesures sanitaires et phytosanitaires, la question des obstacles techniques au commerce. Les négociations ont aussi achoppé sur ce que je pourrais appeler le degré, en fait, l'interprétation de l'article 24 du GATT, en l'occurrence la question du degré de libéralisation et la question du délai de libéralisation, questions sur lesquelles effectivement l'Union européenne et les pays ACP, pour ce qui est en fait des pays ACP qui n'ont pas encore signé d'accord, sur lesquels il n'y a pas eu d'entente. Il y a aussi la question des droits de douane, sur laquelle aussi les négociations ont achoppé, et un ensemble d'autres questions qui est assez diverses et variées, sur lesquelles peut-être les partenaires devraient trouver un compromis. Mais pour le moment, les négociations ont bloqué, et que finalement, tout récemment, il y a eu le lancement de la zone de libre-échange continentale au niveau de l'Afrique, et que l'Union européenne, par réalisme, par la voix de son commissaire, du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, en 2018, en septembre plus précisément, dans le cadre de son discours sur l'état de l'Union, proposé à l'Union européenne de conclure un accord complet avec le continent africain. Mais ce n'est pas encore fait, ça se fera plus tard, et que peut-être la conclusion de cet accord global-là, de continent en continent, devrait peut-être remettre en cause le processus de négociation des accords de partenariat économique régionaux. Voilà. Parfait, M. Faye, merci beaucoup pour cette conclusion. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, on termine cela ici. On était ici à Paris dans le cadre d'une rencontre, d'un échange économique, en tout cas organisé par M. Fleur et le réseau Stratégie Afrique. Donc merci de nous avoir suivis, merci. Partagez aussi IK News pour permettre, comme je dis souvent, à ceux qui sont loin de suivre l'actualité. Merci à vous, à bientôt.